Mesdames et messieurs, je suis très heureux de passer ce bref moment avec vous à l'invitation de mon ami, le président François David, que je salue pour son action à la tête de la COFAS depuis des années et qui, en effet, m'a demandé de vous faire part de mes réflexions sur les pays émergents, mais dans, disons, le cadre plus général de la formidable redistribution des cartes géopolitiques que nous vivons, et qui, pour moi, est l'élément majeur de la période. C'est encore plus fort que l'ensemble des crises ou autres mutations que nous vivons, qui sont d'ailleurs interconnectées, qui réagissent les unes sur les autres, mais c'est l'élément clé en termes stratégiques et historiques, puisque les pays développés, les pays occidentaux, les Américains, les Européens, au fond, contrôlaient l'histoire du monde depuis plusieurs siècles, et que maintenant, ils doivent partager ce monopole avec d'autres. Je dirais pour commencer que nous, les Occidentaux, nous avons perdu pas mal de temps dans l'analyse stratégique, parce qu'après la fin de l'Union soviétique, donc à partir de 1992, quand nous sommes entrés dans ce fameux monde global, nous avions cru que, comme le disait l'Américain Fukuyama, c'était la fin de l'histoire et que, d'une certaine façon, la prédominance des idées occidentales, aussi bien en ce qui concerne la démocratie que l'économie de marché, on parlait d'ailleurs de démocratie de marché, était assurée de façon perpétuelle et qu'il n'y avait plus d'antagonisme à prévoir ni à redouter, tellement ces idées allaient s'imposer partout et qu'il y avait simplement quelques résistances isolées dont on allait venir à bout. Cette illusion, cette décennie a pris une forme plus dure aux États-Unis. Il y a une sorte d'hubris de puissance qu'on a vu notamment s'exprimer à l'époque de la présidence de George Bush fils. Ça a pris une forme plus ingénue en Europe, où les Européens croyaient, espéraient vivre dans un monde post-historique, post-tragique, post-traumatique, la fameuse communauté internationale, qui est une sorte de monde de bisounours, je dis ça pour les francophones. Et donc il y a eu cette période des années 90 qui est un moment véritablement perdu pour l'analyse stratégique, alors que les autres pays cheminaient. Après, il y a plusieurs années perdues à nouveau à travers la focalisation sur la seule question du terrorisme, qui est très importante naturellement, mais de toute façon c'était une erreur en termes de propagande d'en faire la question numéro un. C'était un cadeau qu'il ne fallait pas faire aux terroristes, et il ne fallait pas se détourner de la préoccupation centrale qui était celle de la redistribution des cartes et du changement de rapport de force, et du passage pour les Occidentaux à une situation de leadership et de richesse qui est toujours là largement, mais qui est devenue relative. Et dans ce temps perdu qui va, on va dire, de début des années 90 jusqu'à l'éclatement de la crise, quand la construction spéculative de américaine est apparue et a commencé à se désagréger, quand il est devenu clair que Félix Rohatyn, l'ancien ambassadeur de Clinton à Paris, le banquier, disait que la finance était devenue un danger public, la finance mondiale. Bon, dans ce temps-là, bien sûr, les économistes bancs avaient vu qu'il y avait des marchés émergents qui se développaient, des marchés émergents, mais il y a encore eu un temps très long avant que les Occidentaux, nous encore, nous mesurions que ce n'étaient pas des marchés émergents, mais des puissances émergentes. Des puissances émergentes qui avaient leur propre vision historique, leur propre agenda, qui voulaient prendre leur revanche en termes sportifs, pourquoi pas, qui, dans certains cas, voulaient même se venger. Donc, beaucoup de temps perdu. Mais depuis l'éclatement de la crise à partir de 2016, je ne reviens pas sur ces événements que tout le monde a en tête, surtout ici, depuis la création du G20, qui est une sorte d'aveu, c'est une création intelligente, c'est un cadre plus représentatif du monde actuel, mais ça montre bien que, contrairement à ce qui se passait depuis très longtemps, comme après la guerre de 14-18 ou de 39-45 ou à d'autres moments, le sort du monde ne peut pas être traité, décidé, organisé par 3-4 leaders occidentaux. Donc le G20 révèle ça. Ce n'est pas le gouvernement du monde, c'est une enceinte au sein de laquelle la compétition continue, bien sûr. Mais en tout cas, l'existence révèle ça. Donc cette montée des émergents est devenue une évidence. Une évidence. Tout le monde a 1000 chiffres en tête. Il suffit d'ouvrir un journal n'importe quand pour voir dans n'importe quel domaine que ça concerne les technologies avancées, que ça concerne les flux financiers, que ça concerne la guerre des monnaies, que ça concerne le prix des matières premières. Ces évidences sautent à l'esprit. Dès 2020, selon beaucoup d'analystes, la somme des PNB des pays du G7 sera dépassée par celle des 7 plus grandes économies émergentes. En 2030, la hiérarchie
économique telle qu'on peut la prévoir serait Chine, États-Unis, Inde, Japon, Brésil, Russie, Allemagne, Mexique, France, Royaume-Uni. On n'est pas sûr de l'ordre exact, mais vous voyez que évidemment dans ce groupe, on repère tout de suite Chine, Inde, Brésil, Russie, Mexique. Bon, il faudrait affiner, si on avait le temps, si c'était un long séminaire sur le sujet, affiner au sein des émergents, traiter à part le cas des pétroliers ou des gaziers, s'interroger sur le cas de la Russie, qui est peut-être plus une puissance surnageante qu'émergente, parce qu'après tout, c'était une des deux superpuissances de la période de la guerre froide. Elle n'est pas en train d'émerger. Elle a des ressources dans son sous-sol qui sont considérables, apparemment inépuisables. Elle n'arrive quand même pas, à partir de là, à transformer ça en une économie moderne. Donc c'est un cas un peu particulier, et je pense que l'acronyme BRICS est contestable sur ce point en ce qui concerne le R. Il faudrait s'intéresser au cas particulier de l'Afrique, à propos de laquelle on peut trouver des pronostics toujours alarmistes, mais en même temps des prévisions économiques de plus en plus encourageantes et positives, traitées à part l'Amérique latine, etc. Bon, ça appellerait des diagnostics nuancés, mais le cœur de mon propos n'est pas là. En plus, je ne vous parle pas longtemps, vous avez des travaux qui vous attendent juste après. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où c'est devenu évident pour tout le monde que les émergents émergeaient, à tel point que certains d'entre eux sont émergés plus qu'émergents. Ils jouent d'ailleurs sur les deux tableaux, parce que la Chine, selon les sujets et les négociations, met en avant son statut de pays qui a encore un revenu par tête qui est extrêmement faible, ou au contraire un pays qui est déjà très très puissant. Mais j'en suis à me demander si cette évidence n'est pas trop aveuglante, au sens qu'elle nous empêcherait de voir certains phénomènes à l'œuvre dans cette situation nouvelle. D'abord, est-ce qu'on ne surestime pas la force des émergents dans la mesure où on sous-estime leur handicap? Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui saute à l'esprit, puisqu'on voit le décollage de ces fusées, c'est complètement sidérant. Mais par exemple, si on prend les incertitudes politiques, il y a des régimes dans les émergents dont l'avenir n'est pas du tout évident. Les Indiens ne se posent pas de questions, ni les Brésiliens, sur l'avenir à long terme de leur régime. Mais pour les Russes, la question se pose. Pour les Chinois, la question se pose. C'est évidemment un sujet de préoccupation, peut-être pas pour les 80 millions de membres du Parti communiste chinois, qui n'est pas communiste, c'est le parti du pouvoir simplement, mais pour, disons, les 9 responsables principaux qui sont à la tête du système. Qu'est-ce que sera le régime chinois dans 5, 10 ans, 20 ans? Quelles sont les concessions à faire qui permettent de garder le contrôle tout en laissant un petit peu la protestation s'exprimer? C'est un sujet compliqué, réellement préoccupant. Si on prend les systèmes indiens ou brésiliens, c'est différent. Ils n'ont pas cette question existentielle, mais on peut avoir à l'esprit les lourdeurs du système indien de décision, les différents niveaux de décision, la lenteur, le recours. On lit dans la presse indienne sans arrêt des comparaisons avec le système chinois. Non pas qu'ils aient envie d'adopter le système chinois, mais ils voient bien que pour faire une autoroute, par exemple, il va falloir 7 à 8 ans de discussion en Inde, alors qu'en Chine, ça va prendre moins d'1 an. Les garanties des uns et des autres ne sont pas les mêmes dans les deux systèmes. Ils ont des préoccupations. Évidemment, la question de la corruption, qui est élevée à peu près partout, et là où les régimes politiques sont les plus contraignants, là où ils laissent le moins d'oxygène aux populations, le début d'une contestation qui ressemble un peu, mais enfin comparaison n'est pas raison, qui ressemble un peu à ce qui s'est passé dans le monde arabe, mais c'est pas non plus pour rien que les autorités chinoises ont bloqué le mot jasmin, par exemple, sur l'Internet chinois. Donc il y a une crainte. Certains régimes sont sur la défensive par rapport à la suite, même si les choses ne font pas du tout se passer de façon comparable. En matière économique, on commence à se demander, certains analystes fins disent, est-ce que ce n'est pas la fin de la décennie triomphale, et où les émergents étaient d'autant plus stupéfiants que c'était le début, tout en partant de très bas. Début. Au total, si on cumule la richesse des grands émergents, je crois que ça doit représenter pas plus de 15% un peu plus de 15% de la richesse mondiale, mais c'est la vitesse qui est stupéfiante. Donc fin de la décennie triomphale, baisse de la croissance tendancielle dans ces différents pays, en partie d'ailleurs parce que il y a la crise que l'on connaît chez les Occidentaux, notamment en Europe, et que donc il y a une sorte de manque à gagner en matière d'exportation, mais il y a aussi des causes internes à cette baisse, montée de l'inflation qui, dans certains de ces pays, impose des programmes de refroidissement momentané, bulle spéculative, on peut penser à l'immobilier chinois, mais il y en a certainement d'autres.
En matière sociale, alors c'est ce qui vient peut-être encore plus facilement à l'esprit, explosion des inégalités phénoménale, ce qui ne veut pas dire que les plus pauvres des pauvres se soient affaiblis, mais se soient appauvris. Par exemple, la Banque asiatique de développement pense que d'ici 10 à 15 ans, la Chine aura complètement éradiqué l'extrême pauvreté, ce qui n'est pas le cas du tout de l'Inde, mais c'est le cas de la Chine, mais au prix d'un élargissement des inégalités par rapport auquel le Far West américain d'autrefois était enfin l'Amérique du 19e était un pays égalitariste, vous voyez. Donc ces éléments sont frappants, on les recense constamment, et nous voyons revivre un monde qui est un monde à la Zola ou à la Dickens. C'est peut-être la façon la plus directe de comprendre ce qui se passe dans ces pays, avec tout ce que ça peut entraîner de contestation, protestation. Pour revenir encore à la Chine, je crois que les autorités chinoises admettent qu'il y a environ 200 000 affrontements par an avec les forces de l'ordre à partir de manifestations spontanées, en tout cas pas autorisées, dont la moitié porte sur des questions, en gros, hein, la moitié porte sur des questions sociales, et l'autre, d'où d'ailleurs un mouvement de montée des salaires qui commence à être tout à fait sérieux dans les zones de Chine les plus développées, et l'autre porte sur des questions environnementales, mais qui ne sont pas des inquiétudes théoriques sur ce que sera la planète dans 50 ans, qui sont des préoccupations environnementales absolument immédiates et qui prennent les populations à la gorge. C'est l'autre handicap que je voulais signaler. Dans tous ces pays, alors là, pour le coup, ça les concerne tous, y compris le Brésil, bien sûr, ce sont les ravages écologiques. Et le fait que les émergents disent « oui, mais c'est pas tellement différent de ce qui s'est passé chez vous au 18e, 19e, au cœur, enfin au début en tout cas de votre grande révolution industrielle », oui, c'est vrai, sauf que nous sommes dans un monde interdépendant, que les conséquences de ravages écologiques alimentent une sorte de compte à rebours écologique pour l'humanité, et je ne parle pas que du climat. Donc ça pèse, et d'ailleurs ça pèse dans les débats. D'ailleurs, en Chine encore, le discours tenu par l'équipe sortante de Jiang Zemin, de Hu Jintao, est tout à fait en contraste avec ce qui était dit à ce sujet avant par Jiang Zemin, qui disait en gros les Occidentaux nous n'ont des reproches que pour ralentir notre développement. On fait comme ils ont fait, on ne tient aucun compte de ce qu'ils nous racontent sur démocratie, droits de l'homme, écologie, Tibet, tout ce qu'on veut, on avance. Mais évidemment, même la Chine ne peut pas tenir là-dessus. Donc il y a un élément de sous-estimation des handicaps qu'il faudrait affiner, bien sûr, sur chacun de ces pays. Ce ne sont pas les mêmes, mais il y en a. Il suffit de regarder les débats qui ont lieu, même dans les pays apparemment les plus contrôlés. Remarque suivante, je crois qu'on surestime l'unité des pays émergents. Elle est frappante parce qu'il y a donc ce développement économique faramineux. Elle est frappante parce qu'ils ont un ton revendicatif assez proche. Et là, ce n'est pas que les Chinois. Parfois, les Brésiliens sont beaucoup plus vocals que les Chinois sur certains sujets. Alors, ça se porte sur le Conseil de sécurité. Il y a des moments où ils s'en fichent, il y a d'autres moments où ça devient central. Élargissement du Conseil de sécurité, avec de nouveaux membres permanents, évidemment avec le droit de veto. Ils n'ont pas envie d'être des membres permanents au rabais. À d'autres moments, ça se portait plutôt sur les quotes-parts au FMI et les pouvoirs au sein du FMI. Aujourd'hui, la représentation, il y a de grands pays d'Asie qui sont toujours sous-représentés par rapport à des pays européens, comme les Pays-Bas ou des pays de la même taille. Donc il y a encore toute une controverse devant nous sur la question du FMI. Banque mondiale, ça ne porte pas sur le G20 encore parce que c'est très informel et que le G20 est plus un lieu, un cadre en réalité qu'une institution. Mais ça peut tout à fait apparaître le jour où sur un sujet sensible, les Occidentaux, dans un G20, seraient là avec des positions très coordonnées, très fermes et rencontreraient une opposition. Ça se voit au Conseil de sécurité en ce moment parce que par hasard, l'année écoulée, le Brésil et l'Inde ne sont pas membres permanents, mais ils étaient dans le cadre des membres non permanents. Et donc le blocage de Chine, Russie, Inde, Brésil pour dire on ne laissera pas repasser une autre résolution comme sur la Libye et on ne veut pas faire la même chose sur la Syrie, ce qui d'un point de vue occidental est choquant ou pas compréhensible. En tout cas, ça vous montre un état du monde qui est bien celui dont nous sommes en train de parler avec les émergents. Donc je crois que ce serait une erreur, au-delà de ces éléments d'unité, de cohérence,